Je vous rassure, elle n'est pas transsexuelle, donc je vais parler d'autre chose. Par contre, je veux juste faire la parenthèse. Je suis venu ici l'année passée, enfin c'était dans l'autre salle, au cinéma, là, il y avait une projection justement de, je sais plus comment il s'appelle le monsieur là qui avait fait la projection. Et on parlait aussi des handicapés et de la sexualité des handicapés. Et je veux juste vous dire qu'il m'a fallu 40 ans, donc l'année passée j'avais 40 ans, pour imaginer une seconde qu'un handicapé pouvait avoir une envie sexuelle. Donc vous voyez, hein, j'ai fait ma blonde, mais bon, maintenant aujourd'hui, je vois que ça avance et qu'il est grand temps. C'est pas seulement d'expliquer ce qui se passe, parce qu'expliquer, bon, c'est compliqué pour eux d'expliquer. Ça devrait tomber sous le sens, en fait, dans l'éducation dès le départ, en fait. On ne devrait pas être comme moi à 40 ans, se dire, bah, tout compte fait, c'est vrai, ils ont droit aussi à une vie sexuelle, c'est dingue, quoi. Il m'a fallu 40 ans. Voilà, ça c'était la parenthèse. Je fais un dépannage. Je m'appelle Alex, je suis transsexuel, je suis plombier. Non, je tiens à autre chose. Mais j'aurais pu être plombier aussi, hein. J'aurais pu être plombier, enfin ouais. Je tiens un établissement libertin en Belgique depuis 7 ans. Comment dire? Donc j'ai 42 ans aujourd'hui. J'ai ouvert cet établissement après un autre parce que je voulais sortir du cadre des établissements traditionnels, c'est-à-dire de mélanger les transsexuels, homosexuels, lesbiennes et hétéros. Ce qui à 7 ans était entièrement, même dans le monde de la nuit, qui est apparemment un monde libre soi-disant, était totalement exclu de partout, quoi. Et tout le monde a dit à l'époque, n'ouvre pas ça, ne mélange pas les trans, enfin les trans c'est pas des libertins quand même, c'est que les hétéros, les clubs c'est que pour les hétéros. Et 7 ans plus tard on est là et ça tourne toujours. Voilà, maintenant c'est expliquer ce que c'est. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été en club libertin ici. Non, il n'y a personne qui a été en club libertin ici, non. À part, j'ai entendu que toi tu y avais été, hein. Ouais. Les gens, on rigole déjà parce que voilà, dès qu'on parle club échangiste, club libertin, les gens s'imaginent qu'on va ouvrir la porte et qu'on va rentrer dans une immense partouze, qu'on sait même pas, on va devoir compter les gens pour savoir le nombre de personnes qu'il y a dans la pièce. C'est pas vrai du tout. Un club libertin, c'est effectivement il y a du sexe dans un club libertin. Effectivement, pour y travailler, il faut avoir une ouverture d'esprit. Mais à la base, un club libertin, c'est un endroit juste de rencontre. Donc il y a un bar, une discothèque, un petit restaurant selon le club, où les gens vont danser, ils papotent, ils parlent, où il y a surtout un grand respect entre les gens. Là-bas, vous pouvez avoir des filles qui vont se promener toutes nues dans la boîte, il n'y a personne qui va toucher cette fille-là sans son accord. Tandis qu'en discothèque, si vous mettez une fille nue dans une discothèque, à mon avis, elle ne va pas ressortir entière. Donc c'est un endroit très où le respect est pris. Si vous rentrez un jour dans un club, c'est pas pour ça qu'on va vous sauter dessus ou qu'on va vous violer ou que non, c'est pas du tout ça. C'est absolument pas ça. C'est vraiment un endroit d'échange et respectueux, quoi. En fait, un endroit sympathique. Voilà. Après, à l'étage, il y a des chambres, effectivement. Ceux qui veulent, après avoir bavardé, après avoir fait connaissance, faire des choses, ils peuvent le faire. Mais si c'est vraiment pas le leitmotiv ou la chose première dedans. Maintenant, nous, on a eu plus difficile parce qu'on est arrivé dans une petite commune en Belgique où déjà demander une autorisation pour ouvrir un club échangiste, c'est pas commode, mais en plus quand c'est une transsexuelle qui le demande, alors là c'est même pas la peine, quoi. Mais ça a fonctionné et ils les ont vus, puisque 7 ans plus tard, maintenant je vais encore à la commune. La commune en Belgique, c'est la mairie en fait en France. Quand je vais à la mairie, je reçois un petit café, ils sont tout contents, ils veulent tous venir, mais bon, le boulot les interdit de venir, quoi. Mais bon, ça c'est le côté sympathique. Je suis venu que raconter du sympathique, du facile en fait. Et c'est vrai qu'après Michel, là, c'est compliqué de dire des choses. Moi, je vis dans la belle vie, quoi. C'est lui qui est plus compliqué que les autres. Donc, c'est difficile de faire un gros dialogue là-dessus, puisque voilà, je trouve que le dialogue là est plus intéressant. Voilà. Maintenant, s'il y a des questions, c'est le moment. Il y a un micro ici, je pense qu'on va le faire passer là. S'il y a une question, je le lance pas, je vais le passer. Donc, bonsoir à tous, je me prénomme Loïs Crépi.
Et je suis actuellement dans une résidence service donc à Arleux. Et moi, il y a un passage dans ce que racontait Madame. Comment vous appelez? Excusez-moi, j'ai. Marianne. Dans ce que racontait Marianne, c'est une réalité qu'on vit à peu près tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a une nette différence entre le discours et la pratique. Et moi excusez-moi si mon discours est serait un petit peu violent entre guillemets, mais je pense que au niveau de la question sexuelle, c'est autant aux personnes directement concernées qu'aux professionnels de travailler vraiment là-dessus, parce qu'il y a vraiment un combat à mener, et ne serait-ce qu'au niveau juridique, parce que y en a beaucoup qui utilisent si vous voulez, l'argument de l'intimité, si vous voulez, comme quelque chose qu'on devrait garder pour nous, ce qui est tout à fait légitime dans un sens. Hein, je veux dire, il y a des choses qui font partie du privé, mais je pense que cette question-là, en particulier la sexualité et les personnes handicapées, qu'elles soient hétéro, homosexuelles, transsexuelles ou tout ce qu'on veut, à un moment il faut l'aplatir sur la table si on veut que ça change. Et je veux dire, moi je me suis déjà pris la tête avec pas mal de gens de la profession qui me disent, parce que j'ai voulu faire des débats avec un film notamment qui s'appelle National 7. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. C'est une personne handicapée qui est myopathe et qui sait qu'il n'a pas tout le temps devant lui. Et là, il en a vraiment marre. Il veut donc baiser, enfin baiser, oui, c'est le terme. Hein. Il dit, j'en peux plus. Écoutez, j'ai envie de baiser. Et c'est un film qui a été réalisé il y a peut-être 10 ou 15 ans maintenant, et malheureusement, malgré ce plaidoyer, parfois on peut en venir à se demander qu'est-ce qui a bougé réellement dans le fond. Je veux dire, après c'est un avis personnel, mais je pense que voilà, la sexualité en général, c'est aussi bien l'affaire des professionnels que des personnes handicapées elles-mêmes. Et puis, je veux dire, on me répond, oui, il faut du concret. Tu veux un débat et un échange, mais qu'est-ce qu'on fait après? Mais je veux dire, bon, on peut peut-être déjà commencer par ça. On peut se rendre compte que même en ce qui concerne le débat et autour d'un film, c'est encore quelque chose qui est extrêmement difficile, même si effectivement dans les chartes on dit oui, nous sommes ouverts, voilà, vous pouvez avoir une vie sexuelle, vous pouvez vous épanouir. C'est encore quelque chose qu'on fuit aisément aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un réel combat à mener là-dessus, et que je pèse pas mes mots, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'urgent aujourd'hui. Et je pense aussi qu'il serait intéressant qu'on interpelle les élus aussi, parce que j'en ai discuté pas plus tard que ce midi, ou il y a 2 jours, je sais plus. Hein. Selon mon avis, il faudrait déjà donner aux travailleuses du sexe un cadre juridique légal. C'est-à-dire que pour que ce ne soit plus considéré comme de la prostitution, il faudrait qu'elle soit reconnue tout simplement par l'État, et que ce soit considéré comme quelque chose d'utilité publique. Voilà, c'est ce que là il y a vraiment c'est vraiment un combat de tous les jours. Voilà. Et je pense que si je suis d'accord c'est d'abord à nous de prendre conscience de notre propre sexualité, c'est aussi aux professionnels et à tous ceux qui entourent le secteur social. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est ce qu'il disait l'année passée après le reportage, dans le débat, et dans le reportage même, c'est ce qu'il voulait, c'était reconnaître les assistantes sexuelles réellement et légalement. C'est ce qu'ils expliquaient dans le reportage l'année passée. Mais c'est encore très très mal vu par le bien-pensant, et
C'est en faisant des débats comme aujourd'hui, en parlant et en parlant qu'on arrivera. C'est comme pour les transsexuels, comme on l'expliquait tout à l'heure. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a 15 ans de ça, une transsexuelle ne pouvait pas sortir en rue. Aujourd'hui, elles peuvent sortir, c'est parce on en a parlé. Au début, c'était tabou aussi. Être une transsexuelle, aller dans un restaurant, c'était complètement absurde, impossible, quasiment impossible. Aujourd'hui, ça peut le faire. Donc, comme ça a été, je pense que en parlant régulièrement, on y arrivera. Enfin, je l'espère en tout cas. Ou alors, c'est que vraiment là-haut, là, ils sont trop cons, quoi. Voilà. Question, ouais. C'est au même sujet. Enfin, je voulais savoir si, Marianne, est-ce que vous avez une place dans le débat national à ce sujet? Est-ce que vous avez, vous n'êtes pas en association, ou bien est-ce que vous avez des opportunités de rencontrer des personnes qui réfléchissent sur le sujet? Sur le sujet de l'assistance sexuelle? Oui, sur la reconnaissance de statut, parce que bon, enfin aussi c'est que quand on en parle, on voit dans les journaux des gens qui s'y opposent et qui ont des bonnes raisons pour dire qu'ils sont opposés à ce que ça se fasse. Alors je ne sais plus les raisons, mais je les lis régulièrement, ces articles. Je trouve que ça avance tout doucement, mais on est toujours à patiner, parce que si on légifère, ça a toujours du bon et du moins bon. Est-ce que vous, avec vos idées comme vous les avez là, vous êtes toute seule à penser, ou bien vous avez l'impression que vous avez une place pour rencontrer des personnes qui pourraient faire avancer les choses? Alors moi j'avais participé, j'avais été appelée par l'association Chose, donc qui est l'association qui s'est montée en France, donc qui est l'équivalent du CEP, donc cette association suisse, donc où j'avais donné un petit peu mes points de vue. Après moi maintenant j'ai arrêté de pratiquer l'assistance sexuelle parce que je pouvais plus continuer à être prise à faire les grands écarts voilà, entre le concret et les discours, et qu'au final j'étais quand même très seule au milieu de ça, donc j'ai préféré arrêter. Après moi je suis par ailleurs travailleuse du sexe dans d'autres domaines. Donc moi je suis adhérente du STRAS, le syndicat des travailleurs du sexe. Voilà, et donc j'espère que nous arriverons effectivement à faire reconnaître que ça puisse être un travail comme un autre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Bonsoir. Vous venez de répondre en partie à une des deux questions que je me posais. Puisque vous venez d'indiquer que vous étiez également membre du STRAS, et j'étais assez surpris quand vous distinguiez tout à l'heure j'avais l'impression que vous essayiez de distinguer l'assistance sexuelle de la prostituée. J'arrivais pas à comprendre comment vous pouviez distinguer ces deux. Justement, je ne le distingue pas. Moi, je trouve très hypocrite de vouloir distinguer les deux. D'accord, parce que justement, le vocabulaire que vous utilisiez à ce niveau-là était tout à fait le vocabulaire qu'utilisent les travailleuses du sexe. Donc, j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait distinguer d'un côté l'assistance sexuelle, de l'autre côté la prostituée. D'accord, je m'excuse, je me suis mal exprimée. C'est que justement, en fait, c'était ironique, en fait. C'est que il y a beaucoup, en fait. La plupart des personnes qui défendent l'assistance sexuelle refusent cette assimilation de l'assistance sexuelle avec la prostitution. Et moi, je trouve que la recherche de cette distinction est hypocrite, parce que moi, je trouve que c'est la même chose. Coucher avec une personne en fauteuil ou avec une personne qui n'a pas de handicap, pour moi c'est la même chose. Je vois pas sur quoi se base cette distinction. C'est un service sexuel contre de l'argent. Après qui est d'autres spécificités à gérer
avec un public qui peut avoir des handicaps, ok. Mais pour autant, ça ne crée pas une différence de nature entre les deux. Pour moi, c'est tout à fait la même chose. Alors la deuxième partie était plus une interpellation et plus une nuance que je voulais apporter à votre témoignage. Parce que moi je fais de l'éducation à la sexualité tout au long de l'année. Et j'ai trouvé que votre présentation de ce que peut être l'éducation sexuelle, alors là aussi, si on veut jouer sur les mots, on pourrait jouer sur ce que renvoient aussi ces mots-là, éducation à la sexualité et éducation sexuelle. On est sur des registres de vocabulaire qui sont différents. Je suis désolé si vous avez eu observé des acteurs qui interviennent de manière encore très caricaturale, et j'étais quasi sûr que quand vous alliez présenter ces interlocuteurs, c'était l'image que vous alliez renvoyer de ces interlocuteurs, des femmes plutôt âgées, plutôt hétérosexuelles. Je suis désolée, c'est vraiment ce que j'ai vu. Et je serais en même temps le premier à dire que ce qui se fait en matière d'éducation à la sexualité aujourd'hui n'est pas encore optimal à ce niveau-là. Par contre, résumer uniquement l'éducation sexuelle à une expérience ou à un témoignage d'une observation qu'on peut juger négative ou contre-productive. Ça fait 2 ans que j'observe ça. Je n'ai pas observé une seule intervention qui soit comme ça. Ça fait 2 ans que j'observe ça et que j'ai les témoignages d'autres étudiants qui observent ça et que c'est assez problématique. Alors, je ne vais pas citer certaines associations avec lesquelles je pourrais être en conflit sur leur manière d'intervenir à ce niveau-là, mais le planning familial, par exemple, c'est quand même pas une structure qui va intervenir de cette manière. En tout cas, pas les interlocuteurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Si vous voulez, on peut travailler ensemble. Je vous invite sur une intervention qu'on fait en matière d'éducation à la sexualité, et vous verrez qu'on n'est pas du tout sur de l'hétéronormé à ce niveau-là. On n'est pas du tout sur la caricature que vous avez présentée à ce niveau-là. Là, je vous invite, il n'y a aucun problème, venez, on viendra avec sur plaisir. la région. Moi, je serais ravie de constater que c'est pas comme ça partout. L'invitation est lancée, je vous attends. Moi, je trouve ça très bien de voir que des gens sont là et que finalement, en sortant d'ici, peut-être que des gens vont se mettre ensemble et en faire prochainement une évolution là-dedans. Et finalement, c'est à ça que ça sert aussi. Hein. Non, puis en même temps, moi, je m'inscris là dans le débat avant de repasser la parole. Je crois que c'est une bonne nouvelle, donc on peut aussi que vous inviter à venir en discuter dans les séminaires qu'on organise ou dans des conférences. Ça peut être tout à fait intéressant parce que on a démarré le séminaire avec le séminaire, il y a une quarantaine de stagiaires éducateurs en 2e année. Et en fait, on a commencé par un travail sur la façon dont la quarantaine de personnes présentes avaient vécu l'éducation sexuelle dans leur formation. Donc c'est pas forcément des choses très éloignées, hein, ce sont beaucoup de gens ont une vingtaine d'années. C'est quand même ce qui ressort du souvenir de l'éducation sexuelle des gens qui étaient là. Maintenant, si effectivement il y a des gens sur cette ville, sur cette région qui propose autre chose, on est tout à fait preneur. Je pense que justement, c'est le but, je pense aussi. Hein. C'est le but aussi de parler, voilà, de rencontrer des gens qui vont donner leur avis et faire On vous invite à discuter et puis éventuellement effectivement de venir présenter une éducation sexuelle qui ne serait pas effectivement caricaturale. Voilà. Donc je passe la parole ici. Alors bonsoir à tous, je me présente Salomé Freddy, je suis éducateur spécialisé et je viens simplement, ce n'est pas vraiment une question que j'ai à poser à un intervenant, c'est plus en termes de témoignage. Je suis ici avec un des résidents dans la maison d'accueil spécialisée avec qui je travaille et qui m'a demandé, il ne peut pas le dire lui-même, donc il m'a demandé un peu d'être son porte-parole et tout comme disait monsieur tout à l'heure, qui voulait dire que lui il était très... on va dire satisfait du fait qu'on en parle, on parle de toutes ces choses-là, mais concrètement dans sa vie de tous les jours, il n'y a rien du tout qui se met en place, que ça soit dans les structures. Il a la chance d'avoir sa famille qui est avec lui et qui essaie de mettre en place des choses, mais pour toutes les personnes qui sont en structure, qui n'ont pas de proches, que ce soit de la famille, qui peuvent s'occuper de ça, sinon il n'y a absolument personne, il n'y a rien du tout qui bouge, et c'était ce qu'il voulait dire. Voilà. Merci. Bonsoir, je suis Sylvain Van Beek.
Je suis un des fondateurs du groupe collectif Andy Rébellion. Et d'après mon expérience, j'ai vécu pendant 8 ans en foyer de vie, en établissement aussi. Et actuellement, maintenant, j'ai mon logement personnel, j'ai mon appartement sur l'île. Et c'est vrai qu'en institut, c'est encore aussi assez tabou. La plupart des instituts, des foyers de vie, c'est encore compliqué au niveau de la vie personnelle des résidents au niveau de ce sujet, parce que il y a encore beaucoup de barrières entre les résidents et le personnel au niveau de la direction. Soit que carrément ils interdisent ce milieu-là d'avoir une relation sexuelle ou même une vie, comment je dirais, entre guillemets, comme tout le monde, hein, voilà, être en couple ou même simplement être en couple ou de vivre ensemble dans l'établissement. C'est encore assez très tabou dans ce milieu-là. Et c'est pour ça que la sexualité, c'est encore plus difficile dans ce milieu-là, parce que déjà, pour avoir des relations de couple, tout simplement, c'est déjà difficile. Alors, les deux, c'est pour ça qu'on voudrait aussi nous travailler sur ça pour essayer de développer. C'est pour ça qu'on est venu à ce débat. Et voilà. Sinon, deuxième chose, je voulais dire aussi que c'est un peu moins rapport, mais j'ai été délégué régional de l'association Gay et Lesbiennes Handicap, que maintenant je ne suis plus, mais je crois que l'association existe toujours. Et moi j'ai développé ça sur l'île, et c'était un des seules personnes en situation de handicap à ouvrir une délégation dans le milieu homosexuel. Et c'est vrai, c'est aussi tabou. C'était aussi tabou dans ce milieu-là, et très difficile à se faire accepter. Voilà. Sinon, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Faites pas les timides, les travailleurs sociaux, là. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, j'ai carrément un petit fait concret dans ce que je vous racontais tout à l'heure. Là où j'étais avant, parce que moi aussi j'ai mon logement maintenant. Je vis en appartement, c'est un mélange entre l'institution et l'appartement, ça fait les deux. Bon, là où j'étais avant de vivre en appartement, un jour, un professionnel est venu me voir et il me demande, écoute, c'est l'anniversaire d'un tel, qu'est-ce que tu veux lui offrir pour son anniversaire? Alors moi j'ai répondu tout simplement, écoute, comme il a souvent des désirs ou des envies de faire l'amour comme ça, pourquoi pas lui offrir un toys, ce qu'on appelle c'est un objet donc sexuel. Donc voilà, on a décidé de lui offrir ce cadeau. Donc bien sûr, on l'a fait quelque part de façon officieuse. Hein. On a raconté qu'on était parti en sortie, mais sans vraiment expliquer le pourquoi de la chose. Donc nous sommes allés chercher ce cadeau, et c'est venu le jour de l'anniversaire de cette personne, et nous lui avons donc offert cet objet sexuel. Bon, la première réaction a été qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie? Bon, voilà. Alors, par la suite est venu l'aspect pratique de la chose, c'est-à-dire que cette personne était était dépendante. Elle ne pouvait pas utiliser cet objet seul, donc il a fallu que certaines personnes
comment dire, je sais pas comment trop exprimer la chose, se porte volontaire entre guillemets pour pouvoir aider la personne à utiliser donc cet objet. Ce qui a amené à quand même au départ des prises de tête quand même assez conséquentes. Mais on a quand même réussi quelque chose, c'est que après cette prise de tête, la personne s'est dit finalement, écoute, je vais essayer une fois et on verra bien ce que ça va donner. Et donc elle l'a fait. La monitrice en question l'a fait. Voilà. Et donc au final, qu'est-ce que c'est la fin de cette histoire? Elle s'est rendue compte que c'était pas quelque chose de si perturbant, de si terrible que ça pouvait en avoir l'air. Tout ça pour dire que en ce qui concerne les personnes fortement dépendantes qui ne peuvent pas faire les choses elles-mêmes, il faut toujours se poser la question, se dire que on n'est nullement en train de faire l'amour avec la personne, mais juste de l'aider. C'est juste, dans cette situation, on est juste les bras de la personne. C'est-à-dire que on n'est nullement en train de le violer ou quoi que ce soit, mais on est juste ses bras qui l'aident, vu sa dépendance, à assouvir ses désirs sexuels. Voilà. C'est un petit vécu de ma part que je voulais vous faire partager. Et j'ai juste une dernière chose à vous dire, c'est que, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, je suis également fondateur du groupe Andy Rébellion, qui est une page Facebook encore actuellement. Donc on est un relais d'information par rapport à tout ce qui est handicap. Donc au départ, ça a été créé essentiellement pour tout ce qui est accessibilité, mais on est ouvert aussi à tout ce qui a un rapport avec la sexualité en général, qu'elle soit homosexuelle, qu'elle soit hétérosexuelle, qu'elle soit trans. On est ouvert sur toutes les sexualités. Donc n'hésitez pas à aller voir notre page et pourquoi pas, comme on l'a déjà dit ce soir, organiser des choses donc en partenariat. Et pour finir, je vais finir là-dessus. Ici, on est tous là ce soir à l'office culturel d'Arras. Voilà, c'est une très jolie petite salle où on est tous réunis. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pas organiser ce genre de débat dans les établissements et les institutions directement. C'est-à-dire, je sais que ça peut paraître encore assez compliqué, mais je pense que c'est une idée à voir. Pourquoi pas implanter directement ce genre de choses dans les institutions concernées. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui. Moi, je souhaiterais poser une question à Marianne. Tu as dit que tu avais fait une formation pour être assistante sexuelle. Non, pas pour être assistante sexuelle. C'était pourquoi? Éducatrice sexuelle. Et ça n'existe pas, assistante? Il y a eu une formation qui a été mise en place en Suisse pour former des assistants sexuels, mais que je n'ai pas suivie. D'accord. Parce que ça a eu lieu une fois et ça ne s'est pas reproduit. Et est-ce que, alors peut-être tu sauras répondre à la question, est-ce que tu sais si on a formé des hommes? Parce qu'on parle d'assistantes, mais est-ce Oui, il y a des hommes et des femmes qui ont été formés. Après, il y a effectivement moins de demandes de femmes handicapées. Bon, pas parce qu'elles ont moins d'envie, hein, mais parce que je crois qu'il y a encore plus de tabous sur la sexualité des femmes à ce niveau-là que sur la sexualité des hommes.